Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce journal diffusé en direct à la radio et sur Maritima TV. À la une ce soir, après l'assassinat de Mehdi Kessassi, la responsabilité des consommateurs est pointée du doigt. Vous entendrez un représentant syndical de la police dans cette édition. De l'amiante dans des écoles, plusieurs collectifs ont porté plainte aujourd'hui à Marseille, témoignage à suivre. La campagne hivernale des Restos du Cœur est lancée sur fond d'inquiétude face à la précarisation et l'isolation du public. Suite à l'assassinat de Mehdi Kessassi, 2 ministres se déplacent dans la cité phocéenne demain, Laurent Nunez et Gérald Darmanin. Le gouvernement souhaite intensifier la lutte contre le trafic de drogue. La responsabilité des consommateurs est pointée du doigt. Il faut les impacter, mais pas seulement à travers des sanctions, selon Bruno Bartosetti, responsable régional du syndicat Unité Police. Est-ce qu'on a des campagnes d'information suffisantes? Non. Vous savez, on a fait baisser la consommation d'alcool dans notre pays avec la sanction, mais aussi avec des campagnes d'information. Vous avez aujourd'hui, parce que quand on parle de consommation de stupes, on pense à la jeunesse, mais vous avez des hommes et des femmes de 40, 50 ans qui sont addicts. Il y a vraiment une urgence sanitaire même sur ce point-là. La sanction est une chose, mais il faut les toucher également sur la sensibilisation et sur les soins. Vous avez une France aujourd'hui qui est malade et je vais vous prendre un chiffre, on a saisi 130% de plus de cocaïne en 2024 qu'en 2023. Plus on saisit, plus on constate qu'il y a de la circulation en grand nombre dans notre société, et notamment à Marseille, puisque c'est un endroit très touché par le trafic de stupes. Des propos recueillis par Manuel Danlois. L'association Conscience, à la demande de la famille Kessassi, organise une marche blanche à 15h à Marseille ce samedi. De l'amiante dans des écoles des Bouches-du-Rhône. Une plainte contre X a été déposée aujourd'hui au tribunal judiciaire de Marseille pour mise en danger de la vie d'autrui. À l'origine de cette plainte, un collectif composé d'organisations syndicales, d'associations de victimes et de parents d'élèves. Jeanne-Laure Roger, enseignante au collège Alexandre Dumas à Marseille, a été exposée pendant plusieurs années à l'amiante. Noren Werfeli l'a rencontrée pour Maritima. La reconnaissance de notre mise en danger et aussi de cette anxiété qui est née de la découverte de notre exposition, et puis aussi que la réglementation soit respectée. Vous y avez été exposé, les élèves aussi? Oui, forcément, et d'autant plus que les élèves souvent, se jettent par terre, on leur sac par terre. Puis nous, on manipule aussi les chaises, les bureaux. Les agents ont nettoyé le sol pendant de nombreuses années, donc tout le monde est concerné par cette exposition. Vous êtes aujourd'hui plus attentive à votre santé, à la moindre toux, à la moindre... Oui, forcément, on est très inquiet. Moi, j'ai entamé un suivi médical de mon côté. J'attends qu'on me propose, d'un point de vue professionnel, ce suivi médical. Mais oui, en effet, on a entamé des suivis médicaux. Plusieurs personnels de l'éducation nationale ont déjà vu leur maladie reconnue comme liée à l'amiante, dont une enseignante décédée en 2024 d'un cancer. À Rousset, installé au pied de la Sainte-Victoire, un centre d'élevage de singes de laboratoire fait polémique. Cette station de primatologie gérée par le CNRS est pointée du doigt par des défenseurs des animaux depuis qu'elle a annoncé vouloir tripler d'ici 2029 le nombre de primates hébergés pour atteindre les 1800 spécimens. Reportage de Joe et Temple. En plein cœur de la Pinède, étalé sur 7 hectares et entouré de barbelés, ce centre d'élevage compte aujourd'hui dans ses enclos plus de 600 primates. Alexia Sermolas est la directrice des lieux. C'est des animaux, une espèce qui a été utilisée dans la recherche pour des traitements contre le Covid ou la piste de vaccin. C'est aussi des animaux qui sont beaucoup utilisés sur les sciences, donc les neurosciences. Donc c'est toute l'étude des maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer. Si des alternatives prometteuses existent désormais pour la recherche scientifique, Yvan Balançard, référent éthique du CNRS, estime qu'il y a toujours besoin de travailler avec ces singes. Ce sont des animaux qui sont extrêmement précieux, avec des recherches qui sont extrêmement encadrées, et surtout un engagement du CNRS à mettre des standards de bien-être animal, même au-delà des standards de la réglementation européenne qui elle-même est déjà extrêmement ambitieuse dans ce domaine. Un discours qui ne suffit pas pour les militants de la défense des animaux, comme Claire Dullière, responsable chez l'association One Voice. On leur a mis une petite passerelle sur laquelle ils peuvent sauter, mais ça n'empêche que c'est une prison dans laquelle on les cantonne. Je considère qu'il y a d'autres façons de faire.
que de faire naître des animaux pour les destiner à des expériences. L'Europe a affirmé sa volonté d'abandonner progressivement l'expérimentation animale, mais aucun objectif précis n'a été fixé. En 2023, 3500 singes ont été utilisés à des fins scientifiques en France. La majorité d'entre eux a fini euthanasiés pour éviter une souffrance trop importante. Et selon un sondage Ipsos de 2023 commandé par l'association One Voice, 74% des Français se disent défavorables à l'expérimentation animale. La 41e campagne hivernale des Restos du Cœur a débuté et dans les Bouches-du-Rhône, la situation est alarmante. Alain Evezard, le président départemental de l'association, dresse un constat préoccupant avec une explosion de la précarité et un profil de bénéficiaires qui évolue. 30% des personnes accueillies au Resto du Cœur sont des personnes seules. Alors, qui dit personne seule, en fait, dit aussi couper des liens sociaux et surtout assez isolés. Les personnes qui viennent chercher des denrées alimentaires ont le droit évidemment à un accueil, mais un accueil, c'est un accueil avec du café, avec des boissons chaudes, et qui permet aussi de pouvoir faire du lien social avec les autres bénéficiaires, mais aussi avec les bénévoles. On a aussi des mamans seules, comme vous le disiez à l'instant, donc des familles monoparentales, et surtout aussi des étudiants. Et les étudiants, plus ça va, plus il y en a. Alain Evezard au micro de Didier Gesualdi pour Maritima. Le salon du handicap et du grand âge investit le Parc Chano à Marseille jusqu'à demain. Il fait la part belle aux innovations technologiques, mais pas seulement. Comme nous l'explique Patrick Lebras, cofondateur et co-directeur Autonomique Méditerranée. Nous avons aussi rencontré des visiteurs. C'est une chance, c'est la possibilité de trouver tout ce dont vous avez besoin sur un seul lieu pour mieux vivre au quotidien lorsque vous êtes en perte d'autonomie. Voici le Bao Pao, c'est un instrument de musique dédié à tous. Il suffit de couper le rayon laser avec la main ou la baguette en bois pour déclencher la musique qui est au préalable enregistrée dans l'ordinateur. Ça fait 30 ans que je suis en fauteuil. J'ai fait les salons de Paris, de Lyon et tout ça. Et là, je cherche les petits fauteuils électriques pliables. Voilà. Il faut dire que quand on est en fauteuil roulant, un escalier, ça devient vite notre plus gros obstacle au quotidien. C'est compliqué. L'avantage du fauteuil monte-escalier, c'est que ça résout ce problème. Pas d'ascenseur, c'est pas grave, on peut monter quand même. Je suis en train de simuler un transfert autonome d'une personne à mobilité réduite. Ça consiste par exemple une personne qui serait paraplégique, qui n'arriverait plus à faire ses transferts lit-fauteuil, fauteuil-lit. Il suffit d'un moteur au plafond, du châssis main ici, et d'une télécommande pour pouvoir faire son transfert. J'étais venu à Marseille pour voir un peu du monde. Et j'ai même vu des personnes de Martigues. J'ai vu Maritima avec Laurence. Et on remercie Jean-Luc pour sa fidélité sur nos ongles comme à la télé. C'était un reportage signé Laurence Durando. Pour finir ce journal, on vous propose une balade au bord de l'étang de Berre. Elle est organisée par l'Office du tourisme de Martigues. Une sortie qui permet de découvrir ou redécouvrir un territoire souvent réduit à son image industrielle. Un reportage de Flavio Noriga. Ce samedi matin, sur le quai Sainte-Anne, basket et sac à dos étaient de sortie pour une éco-balade le long de l'étang de Berre. Départ à 10h30 du club nautique pour 5 km aller-retour sur les bords du sud-ouest de la lagune. À la tête de ce groupe, Solange Dalmau, guide pour l'Office du tourisme de Martigues. Elle raconte aux promeneurs l'histoire de l'étang et son évolution avec l'activité industrielle. Et nous allons passer en revue bien sûr l'histoire de l'étang, les activités économiques, l'impact de l'homme sur l'étang de Berre jusqu'à la réhabilitation de celui-ci. Suspendue à ses lèvres, la quinzaine de participants semblent apprécier les paysages et les informations du guide. C'était une balade qui était très bien, très intéressante, très complète sur l'évolution de l'étang de Berre, comment il s'est créé, les
difficultés qu'il a rencontrées au fil des années et les projets pour le futur et l'évolution positive qu'il y a. Encore plus quand ils apprennent que la biodiversité de l'étang de Berre se renouvelle de plus en plus. J'ai des souvenirs enfants ici où avec mon père on se baignait, on pêchait sans aucun problème. Et une période où on ne pouvait plus et ça redevient comme à une certaine époque. L'étang de Berre se ressalinise, recommence à reprendre de vie. D'anciennes espèces reviennent dans la région, c'est très agréable à savoir. Si vous aussi vous avez envie de découvrir cette balade et ses enseignements, d'autres promenades seront organisées par l'Office de tourisme de Martigues. Pour le savoir, rendez-vous sur leur site internet. Et on se quitte sur ces images. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.